Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le troisième samedi de chaque mois, de 23 h à 1 h. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Ici et Maintenant 95.2 et vous êtes dans le magazine Nouvelle Conscience. Olivier Vinet, Alexander, bonsoir, es-tu avec nous? Bonjour, bonsoir, je suis avec vous, oui. Alexander, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Alexander, je voudrais directement rentrer dans le vif du sujet. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton parcours, c'est ton expérience d'éveil. Tu décris une expérience d'éveil absolument fulgurante qui a complètement bouleversé, chamboulé ta vie. Est-ce que tu pourrais revenir en détail sur cette expérience, nous l'expliquer? De quoi s'agit-il? Ok. Je vais vous raconter donc un peu l'histoire de l'éveil. J'ai dû avoir un petit avant-goût quand j'avais 22 ans. Je travaillais pour un peintre. Et donc j'étais sur une échelle en train de peindre. Et tout à coup, sans raison aucune, une sorte de joie m'a envahi. Et c'est abnormal de juste ressentir cette joie sans raison aucune. Et cette joie a été crescendo, 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 crescendo. Et j'ai dû m'agripper à l'échelle parce que j'étais en extase. Il y a eu comme une expansion et j'entendais un chien aboyer très lointain et je le sentais en moi. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Les voitures de la route qui passaient, je sentais les gens qui y avaient dedans. J'étais devenu extrêmement sensible. Le monde s'est ouvert. Le monde s'est ouvert. Donc ça, c'était un avant-goût. Ça s'est refermé assez vite, mais à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une autre réalité. C'était hors du commun. Maintenant, on peut avancer dans ma vie et il y a quelques années, en méditant, sur mon coussin, devant mon hôtel, très classique, hein, un hôtel avec un bâton d'encens, un petit Bouddha, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là sur le coussin? J'ai ouvert les yeux. J'ai vu ma chambre, les murs, le plafond, mes genoux, mon corps. Et d'une manière ou d'une autre, je voyais que c'était pas vrai. Oui, tu l'as mentionné, une illusion. C'était vraiment une construction mentale. Par exemple, je remarquais que mon genou était une construction mentale, que ma chambre était une construction mentale, que le plafond était une construction mentale, les murs étaient une construction mentale. C'était quelque chose que je m'imaginais. Je ne savais absolument, nous ne pouvons absolument pas savoir ce qu'est un mur, par exemple, ou un plafond, ou un genou. Lorsqu'on efface tous ces concepts, qu'est-ce qui reste? On ne le sait absolument pas. C'est un pur mystère. Un mystère qui est juste là. Juste là. Et lorsque ça s'est révélé, j'ai eu très peur. Extrêmement peur. J'ai jamais eu autant peur de toute ma vie. C'était mon monde qui était en train de tomber, de tomber, de tomber. Tous les concepts tombaient.
Et il y avait quelque chose en moi qui essayait vraiment de s'accrocher à quelque chose. Je voyais que toute ma chambre n'était pas ma chambre, que mon corps n'était pas mon corps, que Alex n'était pas Alex. Et je réalisais que tout ce que j'avais vécu depuis ma naissance était faux. Toutes mes expériences en tant qu'enfant, mon, je ne sais pas, mes parents, quand j'étais adolescent, ma première copine, l'école, plus tard, ma première voiture, toutes ces expériences marquantes n'étaient pas vraies. Et c'est très dur à s'imaginer, je pense. Pendant que tout était en train de s'écrouler, simultanément, l'ego peut-être, moi, Alex, tentait de se maintenir. C'était primordial. C'était une question de survie, parce que j'étais en train de mourir. Et donc, je me suis dit, l'amour est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ceci? C'est l'amour. Et je voyais tout de suite que l'amour, c'était juste un concept. Et puis je me dis, oui, l'amour pour Catherine, ma compagne, aussi un concept. Même Catherine est un concept. Et puis je me suis retrouvé devant le concept ultime, ce truc que j'avais... que j'avais quand même... c'est très difficile à expliquer. Le concept Dieu. En fait, je comprenais que toute ma vie, j'avais cherché Dieu. Et quand je suis arrivé devant ce concept ultime, Dieu est tombé. Boum. Comme le reste. Un bête concept. Et à ce moment-là, ma peur, ma panique, ma terreur a connu un pic. Oui. Et à ce pic, j'ai compris que ça ne pouvait pas continuer parce que j'allais devenir fou. J'étais arrivé à ma limite. Et quelque chose, je ne sais pas quoi, m'a poussé pouf, au-delà de la limite. Et donc Dieu est tombé, Alex est tombé, le monde est tombé, tout l'univers est tombé. Tout ça, c'est des concepts. Et à ce moment-là, il y a eu une explosion. Une explosion intérieure. C'est vraiment comme ça que ça a été ressenti à ce moment-là, une explosion. La peur a disparu. Et moi, je me suis levé de mon coussin de méditation. Je me suis allongé sur mon lit. Et j'ai vu que tout ce truc a duré 4 heures. Normalement, le soir, je méditais une petite demi-heure avant de m'endormir, c'est tout. C'était vraiment une sorte de routine. Pendant des années, j'avais cette routine. Et ça avait duré 4 heures. Je me suis écroulé sur mon lit. Le matin, le réveil a sonné parce que je devais aller travailler. Et voilà. Je me suis levé et c'est comme si tout était nouveau. Tout était absolument nouveau. J'étais comme un nouveau-né. Et je me souviens, le réveil sonnait, j'ouvre mes yeux et mon regard, c'est tout bête, hein, mon regard tombe sur le mur. Mon regard rencontre le mur. Et puis il va vers le plafond, là où le plafond et le mur se rejoignent. Et pendant des minutes, totalement vide, j'ai juste regardé ça. Et une pensée est venue. Et ça a fait coin. Je regardais un coin. Et puis j'ai rigolé.
j'ai vu que c'était un concept, et je suis allé travailler, et j'ai dit à mon boss que j'avais besoin de congé. J'ai pris congé, et puis voilà, je suis revenu ici, et là, ça a été des semaines magiques. Du matin au soir, j'allais dans la forêt, savourer quelque chose, savourer ce nouveau truc. Et c'était marrant parce que il y avait le mental qui racontait des choses. Il disait par exemple, Alex est en train de se promener dans la forêt. Et lorsque le mental racontait ça, je m'écroulais, littéralement, je m'écroulais par terre. Et c'était fantastique, j'étais tout seul dans la forêt, donc je pouvais laisser, tout ça pouvait avoir lieu. C'est vraiment une bénédiction. Et chaque fois que le mental essayait de me montrer un concept, par exemple, oh c'est beau les arbres et le soleil, je m'écroulais, je rigolais du matin au soir. C'était une extase presque insupportable. C'était jour et nuit, une intensité. Peut-être que certains appelleraient ça une montée de Kundalini, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça a duré 3 semaines. Et puis ça s'est calmé. Et puis j'ai une deuxième expérience qui était vraiment une expérience fatale. Donc, j'habite dans une maison, ma compagne habite un tout petit peu plus loin dans sa maison. Et un soir, je suis allé chez elle regarder la télévision, un documentaire de National Geographic. Tout à coup, dans la pièce, il y a eu quelque chose de très sérieux, une sorte d'ambiance sérieuse qui s'est installée. En tout cas, dans ma perception, Catherine était en train de regarder la télé, et mon regard aussi était vers la télé. Mais il se passait quelque chose. Quelque chose de très sérieux, et puis de très lourd. Quelque chose d'irrésistible. Et tout à coup, ma tête est tombée vers le bas, comme ça, mollement. Et j'ai été aspiré intérieurement, comme dans un vortex, avec une vitesse inimaginable, comme si je montais dans un ascenseur, et puis cet ascenseur, à 100 000 à l'heure, se déplace, l'ascenseur s'ouvre, et il n'y a plus personne dedans. Quelque chose comme ça. Il n'y avait plus d'univers, pas d'étoiles, rien du tout. Le living a disparu, la télévision a disparu, Catherine a disparu, le fauteuil, tout a disparu. Et pourtant, je ne suis pas tombé dans les pommes, je n'étais pas dans le coma. Là, j'étais pure conscience. Pure conscience dans un espace absolu. Sans limite, mais ce n'est même pas un espace avec une dimension, il n'y a aucune dimension là. Rien. C'est ce qu'on peut peut-être appeler le vide, je ne sais pas. J'aime bien l'appeler l'absolu. J'étais moi. Mais j'étais pas Alex. Mais c'était moi. C'était le moi ultime. Et ce moi ultime est l'absence de moi. Je sais que c'est un peu paradoxal. Ouais. Là, on est dans la métaphore, dans l'image, parce que c'est impossible à décrire. C'est vraiment impossible à décrire. Mais disons pour l'image, pour que ça reste un peu compréhensible, donc un espace noir infini. Et ce n'est pas Alex qui flotte dans cet espace infini, je suis cet espace. Donc ça veut dire que tu as conscience de tout cet espace, c'est ça? Non. Non, ça c'est vraiment bizarre. Je suis cet espace et parfaitement un. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a conscience de. C'est le fond du fond du fond du fond. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es, c'est la nature véritable de tout. C'est ce qui est, en quelque sorte,
et je vais m'exprimer maladroitement, ce qui est avant le Big Bang, avant toute création. Parce que il n'y a pas d'avant, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, mais bon, il faut se débrouiller avec ces mots-là. Donc, dans cette métaphore toujours, dans l'espace ultime, absolu que je suis, apparaît une étincelle de lumière. Et c'est un peu comme, tu sais, les vieux tableaux noirs qu'on avait à l'école. Imagine-toi un grand tableau noir et l'institut met un point blanc dessus avec sa craie. Tout le monde va tout de suite regarder ce point. Ben, c'est un peu le même effet. Tout convergeait vers ce point. Et ce point, je l'ai tellement bien senti. Ce point, le nom de ce point, c'est « je ». Il y a une jeité, mais c'est un jeu totalement impersonnel. Et donc, il y a en quelque sorte d'abord le vide, l'absence totale de tout. Et puis, ping, ce point. Et tout de suite, comme tout qui converge vers ce point, toute l'attention qui converge vers ce point. Et dans ce point, c'est ça, vraiment la conscience, parce que l'absolu est encore au-delà, avant la conscience. Conscience pure, lumière pure. Et lorsque je me suis en quelque sorte identifié à ce point, l'univers est apparu dans cette minuscule étincelle de conscience. L'univers dans son entièreté, dans son infinité, là, boum, apparaît au sein de cette conscience. En dehors de cette conscience, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Mais ce rien est potentiellement... non, ce rien contient toutes les potentialités, c'est ça. Et donc lorsque l'univers est apparu, moi j'ai réouvert mes yeux. Catherine était toujours en train de regarder la télévision. Et moi j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu que tout était vide. Les poutres de la maison, Catherine, mes mains, mon corps, tout. Tout était constitué de vide. Et la forme et le vide. Ah, c'est la même chose. Et puis j'ai tourné ma tête et j'ai dit, Catherine, il vient de se passer un truc, je vais aller dormir chez moi. Voilà, boum. Ciao, et voilà. Bon, démarrage en fanfare. Merci pour ce témoignage très très impressionnant. Une petite question pour faire un lien peut-être entre la première et la deuxième expérience. Dans la première expérience, tu dis que tu as ces illusions qui ont disparu et qui ont laissé place à une grande explosion. Tu parles dans la deuxième expérience d'un grand vide. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'explosion dans la première expérience? Est-ce que à nouveau, ou est-ce que avant justement cette deuxième expérience, le grand vide est déjà apparu? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'explosion? Au moment de l'explosion, mon ego a éclaté en 1000 morceaux. Alex a explosé. Tout ce qui constituait Alex a explosé, tout simplement. Toute l'illusion, la bulle a éclaté. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qui restait du coup, puisque tout a éclaté, toutes les illusions ont disparu, Alex a disparu, qu'est-ce qui restait? Moi. Mais c'est un moi impersonnel. Ce n'est pas moi, Alex. C'est je. Mais c'est le même jeu que ton jeu. Et que n'importe quel jeu. La je-IT, l'être T. C'est ça qui reste. Et c'est ça le moteur de tout. Parce que la bulle, Alex, c'est juste une construction mentale. L'univers, la bulle univers est une construction mentale. C'est tout.
Et est-ce que c'était ce jeu impersonnel, ce même grand vide que tu as vu dans la deuxième expérience? Ou est-ce que c'était différent? Donc cette jeuité et cette étincelle de conscience. La jeuité et cette étincelle de conscience. De l'absolu, sincèrement, c'est difficile d'en dire quelque chose parce que aucun concept ne peut pointer vers cela. C'est impossible. Mais ça a été ressenti comme le plus sacré du sacré du sacré du sacré. C'est pas un vide inhabité, on va dire. C'est un vide ultimement sacré, ultimement profond, sans fin ni début. Et c'est en quelque sorte de là que tout émerge, et là que tout retourne. Mais bon, je m'exprime en termes de temps et d'espace. Mais en ce moment même, apparaître et disparaître ont lieu au même moment. Donc, si je comprends bien, ta première expérience a été temporaire, c'est ça? Elle a duré 3 semaines, je crois, ou 4 semaines. Exactement. Et jusqu'à ce que ça décline. Et la deuxième expérience, est-ce qu'elle a été également temporaire? Je dis ça en référence notamment aux écrits sanscrits hindouistes où on parle d'expériences de samadhi temporaire et d'expériences de samadhi définitive qui semblerait être ce qui correspond à l'éveil définitif. Est-ce que ça a été une expérience d'éveil temporaire et la deuxième définitive? Oui, oui, la deuxième a coupé ma tête complètement. La deuxième a coupé tout. Mais maintenant, il faut que je dise encore, il y a eu des effets, on va dire, après. Parce que le voyage n'est pas encore totalement terminé. Il se termine jamais, hein. Mais donc, juste avant que tu continues, tu es encore à ce jour dans cet état, dans cette connexion au grand vide ou à l'absolu. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Mais tout le monde, tout est dans cet état. Oui, mais peu en ont conscience. Peut-être, oui. Il me semble que c'est important de savoir aussi que après cette deuxième expérience, il a dû y avoir encore un petit chouïa d'ego, une petite pointe d'Alex. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est accroché encore à l'absolu. C'est comme si c'était tellement parfait qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait plus rien d'autre. C'était la mort, et la mort est parfaite. Mais il y a dû y avoir encore quelque chose parce que je suis tombé dans une dépression pas très longue, 5-6 mois, mais très profonde. Donc, à un moment donné, l'unique porte de sortie pour moi, c'était le suicide. Donc, je me levais le matin et je me disais, oh, ça y est, je vais le faire parce que c'est tellement horrible. Donc, comment dire, j'ai vu, dans cette perfection, tout à coup, il y a des pensées très noires qui sont venues. Et c'est comme si je ne pouvais faire attention que à ce qui n'allait pas. Je sais pas moi, les cartels de drogue, la prostitution, les viols, tout, la famine, tout ce qui va pas, ça commençait à se manifester, à émerger en moi. Je n'avais jamais vécu ça. Et à un moment donné, je comprenais plus ce que je foutais ici, en fait, dans ce trou de merde. Ouais. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait encore une petite peur en moi, qu'il y avait une séparation en moi. J'étais en train de refuser le monde. J'avais trouvé la paix, tu vois, la paix ultime. Et il y avait quelque chose qui n'était pas la paix, et c'était le monde, l'univers.
l'incarnation, la matière, tout ce que tu veux, tout ce que nos 5 sens nous racontent. Et donc j'ai vu que subtilement, j'avais mis une barrière entre moi et le monde. Et ça c'était complètement faux. Et donc au plus profond de cette dépression, j'ai pu rebondir. Il y a une petite porte qui s'est ouverte. Une microscopique petite porte. Et le monde est tombé en moi. Le monde est tombé en moi. Ce que j'avais pendant des mois refusé, c'est tombé en moi. Et là, il y a eu une grande union. Et là, pour la toute première fois, j'ai ressenti ce qu'était l'amour. Et j'aimais le monde. D'un jour à l'autre, hein. Clic, ça a changé. Et c'était ça l'amour. Et la séparation entre l'absolu et le monde a disparu à ce moment-là. Et donc tu étais capable d'aimer les cartels de drogue et d'aimer tout ce qui n'allait pas? Oui, 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 c'est ça. Le violeur, ok. Trump, ok. Ceci, ok. Cela, ok. Parce que je voyais au cœur de tout ça un amour parfait. Et ça ne se dit pas naturellement, mais dans l'horreur la plus noire, il y a sous-jacent, il y a cet amour. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Voilà, c'est tout. Et depuis lors, il n'y a plus d'expérience spirituelle, tout ça s'est arrêté, je ne suis plus en recherche. C'est très marrant parce que mes vidéos et tout ça atterrissent souvent dans des cercles spirituels, mais la spiritualité ne m'intéresse plus du tout, tu vois. Et tout ça ne m'intéresse plus du tout, en fait. C'est juste être. C'est tout. C'est-à-dire que tu es naturellement plongé dans cet état d'absolu, c'est ça? Non. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui est plongé dans quoi que ce soit. C'est comme les deux pôles, l'absence de tout et la présence de tout, qui sont un. Comme j'avais décrit, que je voyais la maison, la poutre, les meubles, comme vide. Donc le plein et le vide cohabitent en quelque sorte, sont un. Ils ne sont pas différents. Donc l'éveil n'est pas un voyage du monde vers l'absolu. L'absolu est ici. C'est tout. Ceci est l'absolu. Et ceci est aussi le monde. C'est la même chose. Mais lorsque tu mets un concept dessus, lorsque tu mets le concept monde sur le monde, ben là tu es dans une bulle inexistante, mais qui donne la sensation d'être séparée. C'est une bulle qui n'existe pas vraiment, une construction mentale. C'est une prison qui n'en est pas une. Les gens qui sont en recherche croient qu'ils sont en prison, mais ils ne le sont pas. Tout est déjà libre, tout est déjà accompli, tout est parfait, mais bon. Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, comment ça se passe, je parle avec toi. Ton état de conscience maintenant, par exemple? Je n'ai pas d'état de conscience. Je n'ai pas une conscience qui fluctue. C'est parfaitement fixe et stable. Ça ne va nulle part. Ça ne bouge pas, ce truc. C'est juste la personne identifiée qui peut avoir plein d'états différents, qui sont fluctuants, qui bougent comme une vague. Mais moi, je ne change jamais. Certains qui déclarent avoir vécu des expériences similaires disent que
au fond, ils ressentent ce silence ou cet amour, ou quel que soit le mot qu'on met dessus, qui est là, présent. Et c'est comme si les pensées ou ce qui se passait dans le monde était en périphérie. Est-ce que c'est aussi ta façon de voir les choses? Oui, tout à fait. C'est très beau ça. Euh, oui, c'est comme si j'étais un grand trou noir avec, en effet, à la périphérie, un grésillement, l'activité du monde. Mais c'est pas très important. Mais il n'y a pas de avant-plan et d'arrière-plan. C'est pas comme ça que je le ressens. Et ce n'est pas un voyage de l'avant-plan vers l'arrière-plan, du monde vers l'absolu, de l'absolu vers le monde. C'est pas absolument pas ça. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de chemin. C'est toujours pic ici. Mais tu dois le savoir, ta radio s'appelle Ici et maintenant. Ici et maintenant, exactement. Alors justement, c'est quoi pour toi l'instant présent, l'ici et maintenant? Tu nous en as parlé déjà, mais est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, oui, d'accord. C'est un joli concept et il peut vraiment servir. Il peut vraiment servir pour quelqu'un qui est très identifié à soi-même dans le temps et l'espace pour avoir un concept pour sortir de ce concept. Donc le moment présent, comme Eckhart Tolle l'a bien mentionné. En ce qui me concerne, l'instant présent, ici et maintenant, n'existe pas. C'est pas quelque chose. Tout est ici maintenant. Et donc, où est ici et maintenant si tout est ici maintenant? Il n'y a rien qui va quelque part. Oui, et donc, dans ce sens-là, il est possible de dire tout est toujours ici. Mais bon, en disant toujours, je mets déjà une durée et voilà, ce sont des concepts qui peuvent donner des indications, mais qui ne sont absolument pas la réalité. Comment s'est passée l'intégration de cet absolu dans ton quotidien? Tu nous as parlé de cette dépression et ensuite comment ça s'est passé? Merci pour cette très belle question. J'ai cru que j'étais Alex pendant très longtemps, hein. Pendant une quarantaine d'années. Ça s'inscrit dans les cellules. Ça s'inscrit dans le cerveau, partout. Et il est vrai qu'il y a une coupure radicale, mais il y a un mouvement qui continue encore un peu, qui a un momentum. Par exemple, tu es sur un bateau avec un moteur puissant, tu sur la mer, tu vas du 100 à l'heure, et puis tu coupes le contact. Le bateau ne s'arrête pas net. Il va continuer encore pendant un certain temps. Même si le contact est coupé. Et donc, les tendances d'Alex apparaissent parfois. Mais c'est devenu impossible de m'identifier à Alex. Mais je ne jette pas Alex. Alex est très pratique pour faire des rendez-vous, pour que Catherine puisse m'appeler Alex. Donc, est-ce que tu m'entends toujours, ça va? Tout à fait. Ok, ça va. Donc, il y a cette intégration qui se fait au jour le jour. Je pense que c'est infini. Parce que l'identification à Alex, c'est aussi l'identification qui t'habite et l'identification qui habite les 7 milliards d'humains sur cette planète. C'est une identification impersonnelle. Et donc, en quelque sorte, cette liberté est là. Mais il y a des identifications qui sont vues de façon impersonnelle.
Et lorsque une identification advient à la conscience, elle disparaît. Mais ce processus est déjà beaucoup moins intense qu'avant. Ça veut dire qu'il y a des plages énormes de vide total. Voilà, où il n'y a aucun mouvement, rien du tout. Et lorsqu'il y a mouvement, il n'y a pas de souci. Et lorsque, de temps à autre, rarement, il y a une tendance d'identification, c'est rapidement vu. Voilà. Je pense que c'est humain. On ne peut pas demander à un océan de ne pas vaguer. Il y aura toujours un mouvement à la surface de l'océan. Toujours. On ne peut pas demander qu'il y ait un océan sans vagues. Voilà, c'est l'image que je pourrais donner. Autour de toi, dans tes relations, est-ce que tu as observé des changements dans tes rapports avec tes proches ou avec d'autres personnes? Ou d'ailleurs dans ta vie en général, est-ce que des choses ont changé à l'extérieur également? Je ne sais pas moi, mais des gens autour de moi ont remarqué certaines choses. Certains de mes élèves de yoga ont vu que tout à coup je parlais différemment. Enfin, je parlais comme d'habitude, mais il y avait une intensité différente dedans. Catherine n'a pas tout de suite remarqué quelque chose parce que je me comportais pas vraiment différemment et je l'ai pas tout de suite vraiment dit. J'ai attendu quelques semaines avant de lui dire, écoute, il y a un truc irréversible qui a eu lieu. Je voulais peut-être attendre quelques semaines pour être certain. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient plus fluides? Est-ce que tu as observé que certains obstacles disparaissaient, par exemple? Il y a peu d'obstacles dans ma vie. Il y a très peu d'obstacles dans ma vie. Oui, ce que je peux dire, c'est que j'ai démissionné de mon travail. Et donc, je me suis retrouvé ici, chez moi, dans une contemplation un peu comme un ermite. Je vis seul ici au bord de la forêt. Et en fait, j'aime beaucoup être juste assis sur une chaise. Et lorsque le monde ne me sollicite pas, il n'y a pas de monde. Lorsque le monde me sollicite, je suis tout de suite là pour interagir. Lorsque le monde ne me sollicite pas, il ne se passe absolument rien. Donc, je semble apparaître, je semble disparaître, mais c'est en quelque sorte un mouvement qui n'a pas lieu. Ce sont des réactions spontanées à ce qui se passe. Merci Alex pour la qualité de ce témoignage. Je pense qu'on a déjà posé de bonnes bases et je voudrais ouvrir le standard maintenant. Donc à vous, auditrices, auditeurs, si vous souhaitez poser une question à Alex Kimp, vous pouvez appeler au 0892 23 95 0892 23 95 20. Posez les questions que vous voulez à Alex, il est disponible. On va faire une petite pause musicale en attendant et vous pouvez nous appeler d'ores et déjà. Bhagavani
मुझ पर करना तुम अब करना। तुम ही मेरा सब कुछ मैया मुझ पर करना तुम अब करना। तुम ही मेरा सब कुछ मैया मुझ पर करना तुम अब करना। तुम सबकी हो प्यारी करने दूर करो सब संकट जल्दी। तुम सबकी हो प्यारी करने दूर करो सब संकट जल्दी। तुम सबकी हो प्यारी करने दूर करो सब संकट जल्दी। तुम सबकी हो प्यारी करने दूर करो सब संकट जल्दी। जय 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 Et je rappelle que vous pouvez appeler le standard de la radio 0892 23 95 20 0892 23 95 20 pour poser une question à Alex Kimp. Bye.
Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2, c'était Matam Litalanda Mai ou Ama qui chantait JJ Ma. Vous êtes donc aussi dans l'émission Nouvelle Conscience en compagnie d'Olivier qui la présente et puis surtout d'Alex Kim qui est avec nous. Alex, merci d'être avec nous, merci de ton très beau témoignage. Merci aussi de ton invitation. Tu nous as décrit de très très belles expériences. Je voudrais te poser une question. Quel grand maître spirituel t'inspire? Est-ce que tu as un courant? Est-ce que tu as des maîtres qui t'ont inspiré? Oui, un particulièrement. Sri Nisargadatta Maharaj. Tu connais Sri Nisargadatta Maharaj? Tout à fait. Oui, avec le livre Je suis, qui a été mon livre de chevet pendant très longtemps. Est-ce que tu te retrouves dans les descriptions qu'il donne et quelle influence a-t-il sur toi? À 100%. J'imagine même que intuitivement, lorsque j'ai lu le livre, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Au départ. Mais intuitivement, j'ai dû sentir qu'il y avait quelque chose parce que ce livre m'a accompagné pendant des années. Je l'ai lu, et relu. C'est tout. Ce livre parlait de toi? Pardon? Ce livre parlait de toi? De ce que tu avais vécu? Maintenant, je sais que ce livre parlait de moi, oui. Quand je le lisais, je ne savais pas qu'il parlait de moi. Oui. Et quel concept important, ou pas quel concept, mais qu'est-ce qui est important dans le récit que faisait Nisargadatta Maharaj? Qu'est-ce qui t'a marqué profondément? Qu'est-ce qu'il disait qui faisait écho en toi? Le titre du livre, Je suis. Concentre-toi sur Je suis et c'est tout ce que tu dois faire. C'est à peu près ce qu'il disait. Concentre-toi sur Je suis le plus souvent possible. Et le reste se fait tout seul. Ce Je suis est cette étincelle de conscience, cette jeité, cette êtreté. Parce que il est possible d'aller jusque-là, on va dire. On peut aller jusqu'à la conscience pure. Nous pouvons nous dissoudre dans la conscience pure. Le dernier pas, nous ne pouvons pas le faire. Même la conscience, en quelque sorte, a peur de l'absolu. Parce que c'est déjà une première séparation. Cette étincelle de conscience est un premier reflet, donc une première illusion. Lorsque la conscience se tourne vers l'univers, alors c'est ce que nous voyons maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ceci. C'est cette interview, c'est tout. Lorsque la conscience se tourne vers sa source, elle se tourne vers l'absolu. Mais ça, elle ne le fait pratiquement pas. Ce n'est pas l'absolu qui se découvre, c'est la conscience qui découvre sa source. En quelque sorte, on est toujours dans les images et les images. Et les paraboles, non. Je ne trouve pas le mot. Les deux sens. Je suis ouvert vers les deux sens en même temps, vers le monde et vers l'absolu. Et je suis. Je suis. Je suis. Tu es. Je suis. Tout est. Et nous connaissons tous l'univers, la vie, le monde, que de nos perceptions. Nous connaissons tous ça. Même la conscience, la conscience peut devenir consciente d'elle-même assez facilement. La conscience sans contenu n'est pas si difficile à découvrir. Mais la conscience qui se tourne vers l'absolu, c'est extrêmement rare. Parce que lorsque la conscience se découvre elle-même en tant que conscience pure, alors boum, c'est parfait. C'est parfait. Parce que c'est illimité. C'est illimité. Tout est possible dans la conscience. Des milliards d'univers, des milliards de créations, toutes les formes que tu veux, tout
Tout a lieu dans la conscience, tout. Mort, vie, naissance, tout. Mais il y a une condition. C'est pas complètement inconditionnel. C'est que je suis est. Je suis ne peut pas ne pas être. C'est l'unique condition. L'être-té est. L'être-té ne sait pas du tout quoi faire avec l'absence d'elle-même. L'être-té ne sait pas quoi faire avec l'absence d'elle-même. Et c'est ça la grande découverte, c'est ça l'ultime découverte. C'est la mort parfaite. L'absolu est la mort parfaite, inconditionnelle. La mort est probablement aussi l'amour. C'est peut-être un petit jeu de mots, mais bon. Et donc c'est ça que Sri Nisargadatta Maharaj a voulu nous montrer. Et pendant des années, dans sa petite chambre, qui pouvait accueillir une dizaine, une quinzaine de personnes, jour après jour, en fumant clope après clope, il a continuellement dirigé les chercheurs vers ce je suis. Établissez-vous en je suis et abandonnez-vous à ça, c'est tout. Peut-être que le dernier pas se fera ou pas, peu importe. Mais établissez-vous en tant que je suis, en je suis. Est-ce que ça rejoint également Ramana Maharshi qui parlait de cette fameuse question « Qui suis-je » et qui invitait ses disciples, ce maître indien, hein, donc à se poser cette question pour chercher l'absolu. C'est un pur délice. C'est vraiment délicieux. C'est la même chose. C'est... Bon, comment? Cette question est un puits. Nous creusons un puits avec cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Ça s'approfondit, ça s'approfondit. Ça ne sert à rien d'aller creuser là, 5 cm, et puis là, et puis là, et puis là, parce que comme ça, on n'atteint jamais la source. C'est très très bien de rester sur une question et d'aller au bout de la question pour atteindre la limite du mental. C'est la même chose avec les koans zen par exemple. Le maître zen veut juste qu'il y ait un court-circuit dans la tête de l'élève. C'est tout. Qui suis-je? Qui se pose la question? Est-ce que tu recommandes, toi, en particulier, des pratiques, des techniques aux personnes qui te disent comment est-ce que je peux atteindre le même état que toi, comment est-ce que je peux prendre conscience de ce vide? Est-ce que tu recommandes la question du « je suis-je » par exemple? C'est une question que je recommanderais. Je n'ai pas du tout une boîte à outils à ma disposition. J'essaye parfois d'être un peu pédagogique et donner des exemples et tout ça. Ce n'est que dans le contact 1 sur 1 qu'un vrai travail peut se faire. Parce que je ne peux pas donner une technique à un groupe de gens. Il y a peut-être une technique qui va marcher pour toi et pas pour la personne à côté de toi. Tu vois? Et donc, lorsque je suis en contact avec quelqu'un, et lorsqu'on échange un peu, presque spontanément, il y a des propositions qui émergent, qu'on pourrait appeler des techniques, des choses auxquelles la personne peut faire attention. Mais une technique qui fonctionne pour tout le monde, ça, oui. La même question pour tout le monde, qui suis-je? Mais par exemple pour des gens qui ne sont pas vraiment intellectuels, qui ont besoin d'action, vont peut-être trouver la réalité, leur nature véritable, en allant courir dans la forêt, qui sait? En partant en aventure, à l'aventure. Tout est possible. Savoir un peu quel type de personnage tu es là.
c'est ça l'important. Donc c'est du sur-mesure. Et ce n'est jamais su à l'avance. La technique se dévoile dans le partage avec la personne. Et c'est la même chose en satsang. C'est un phénomène de groupe, mais je m'adresse toujours à une personne, à cette personne, à cette personne. Lorsqu'il y a des questions qui viennent, c'est une question bien spécifique d'une personne à moi. Et puis il y a un contact qui se met. Et intuitivement, les éléments nécessaires à la réalisation sont amenés d'une manière ou d'une autre. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez appeler la radio et demander, ou poser des questions à Alex Kipp. Le numéro du standard 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. Alex, est-ce que du coup il te reste des peurs, par exemple, les fameuses grandes peurs de l'être humain, par exemple la peur de la mort? Tout d'abord, je veux te dire que tu as une très belle voix. Merci. Ça se prête vraiment à la radio. Merci. C'est délicieux. Non, non. En ce moment même, maintenant, je suis même heureux qu'il y a personne qui vient me chercher. Mon meilleur ami est à l'hôpital en train de mourir. Et il se peut que l'hôpital appelle cette nuit ou demain ou après-demain, on ne sait pas. Et c'est la personne qui m'a recueilli il y a 15 ans d'ici. Un yogi, mon mentor spirituel, que j'appelle Padre. Il est vraiment tout à la fin de sa course. Et je suis tellement heureux pour lui. Tellement heureux. Je ne dis... Oui, je suis en train de le dire pour des milliers de personnes, mais en fait, dans mon entourage direct, je dois un peu me calmer. Je peux pas dire, oui, c'est génial qu'il est en train de mourir. Parce que c'est vrai, la mort est une bénédiction. J'adore la vie et j'adore la mort. Parce que nous retournons vers cet endroit qu'on n'a jamais réellement quitté. Et c'est une grande, grande libération. Une très grande libération. Une très grande joie, un soulagement. Le superflu s'en va. C'est un dénuement complet. Et donc voilà, je n'ai pas du tout peur de la mort parce que, tu sais quoi? Je suis la mort. Ce que les gens appellent la mort, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Nous avons peur de ce que nous sommes. La peur de la mort est la peur de ce que nous sommes. La mort n'est pas la mort n'existe pas du tout. La mort est ce que tu es. C'est l'absence de toi. Et nous avons tous peur de notre absence. Nous sommes tellement habitués à notre présence, à l'action, au monde, à la survie. Et c'est pour ça que j'ai presque envie de dire que je suis un mort vivant. Je suis ni vivant, ni mort. Je suis les deux, ou aucun des deux, peu importe. La mort est un très bon maître, un très bon ami. Ça nous apprend à vivre. Tu disais tout à l'heure que tu avais cessé ton cheminement, que tu n'avais plus d'intérêt au fond pour la spiritualité. Est-ce qu'il te reste quand même, est-ce que tu continues de faire des pratiques spirituelles? Tu disais tout à l'heure que ta première expérience était venue lorsque tu pratiquais ta méditation comme tu le faisais chaque soir sur ton coussin devant ton hôtel. Est-ce que tu continues ou est-ce que ce n'est plus nécessaire? Est-ce qu'il te suffit simplement de tourner ton regard vers l'absolu pour ressentir cet état qui est là? Comment tu te situes? Ok. Plus aucune spiritualité, plus aucune pratique. Je suis maintenant comme n'importe quel citoyen. Je ne vais pas chercher quoi que ce soit. On pourrait dire que la pratique se fait spontanément.
lorsque je m'assieds et personne ou rien me demande quelque chose, c'est comme changer de vitesse dans la voiture. Tu vas de troisième en deuxième, deuxième en troisième, c'est pareil, c'est comme changer la vitesse complètement automatiquement, spontanément. C'est pas que je tourne le regard vers l'absolu en quelque sorte. Comment est-ce que l'absolu peut tourner le regard vers lui-même? Nos yeux ne voient pas, tu vois. Tes mains ne touchent pas. C'est la conscience qui touche à travers tes mains, qui voit à travers tes yeux, qui écoute à travers tes oreilles. Tes oreilles n'ont jamais rien entendu. Et au cœur de la conscience, l'absolu. Non. Non, pas de pratique spirituelle. J'aime bien, par exemple, couper du bois. En ce moment, je fais du sport, beaucoup de sport, avec des haltères, des pompes, du rameur. C'est pas une pratique spirituelle, c'est du sport. Et quand tu fais ces pratiques-là, tu observes la pratique du point de vue de l'absolu, tu es encore en contact dans l'absolu, avec l'absolu. J'aimerais quand même mettre des nuances. Je suis pas en contact avec l'absolu. C'est très important parce que continuellement, il y a cette dualité qui se met dedans, tu vois. Je ne me tourne pas vers l'absolu, je n'observe pas l'absolu. L'absolu est ce que je suis, c'est mon état fondamental et le tien aussi. Nous sommes parfaitement un. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je n'en sais strictement rien. J'avais envie de travailler un peu avec des poids. J'ai acheté des poids. Et c'est peut-être le corps qui le réclame. C'est une grande joie de le faire. Je suis aussi très heureux lorsque je suis triste, par exemple. Je suis toujours OK avec ce qui se passe. On a peut-être un peu dévié là. Non, non, on explore. Ok. On explore, c'est ça. Et dis-moi, quel est ton rapport maintenant avec les individus que tu rencontres dans ton quotidien, lorsque tu es en contact avec eux? Est-ce que tu cherches à parler de cette réalité? J'imagine que pas forcément. Est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a des gens qui te posent des questions? Est-ce que tu observes dans les comportements des gens certaines choses étranges? Comment ça se passe dans la relation à autrui? Si tu vas acheter ton journal ou si tu vas acheter des tickets de bus ou... Lorsque quelqu'un me pose une question par rapport à l'éveil, je suis très heureux de pouvoir répondre et m'ouvrir. Lorsqu'il n'y a aucune demande, je préfère ne pas en parler. Au début, il y a quelques années d'ici, lorsque l'éveil était très frais, c'est comme si j'avais un désir de partager ça, de crier ça sur tous les toits. Et j'ai même vu que ça m'amenait dans des conflits avec des gens qui disaient ben non, c'est pas possible, et nanana, nanana. Et puis j'ai assez vite compris que si la personne n'est pas en demande, je fais mieux d'absolument rien dire. Et là, je suis un peu comme un agent secret. C'est vrai, je vais acheter mes tickets de bus, comme tu dis, ou au cinéma, au resto, au travail, prendre la voiture, vivre comme n'importe quelle personne. Et donc, je vis comme toi. Je vis comme n'importe qui sur cette planète. Mais je suis extrêmement disponible. Si une personne veut venir chercher ça, je suis tellement heureux. C'est un peu comme une fleur qui est chargée de pollen. Et
s'il y a une abeille qui vient, c'est délicieux, parce que comme ça, je sers à quelque chose. Mais si l'abeille ne vient pas, c'est pas grave. C'est pas grave, mais le pollen est là. Donc je suis dispo. La source est dispo. Mais s'il y a personne qui boit à cette eau, c'est pas grave. Mais je répète que je vis une vie vraiment, comment dire, normale. Ordinaire. Ordinaire, merci, oui. Auditeurs, auditrices, si vous voulez appeler Alexander Kimp, ou en tout cas la radio, et puis poser des questions à Alexander Kimp, le numéro du standard 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. Vous pouvez poser vos questions. Alexander vous écoute. Vous l'avez entendu, la source est disponible pour vous. Sautez sur l'occasion en attendant un petit peu de musique.
Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2, c'était Oliver Shanti qui nous chantait, ou nous interprétait Sacral, Sacral Nirvana. Vous êtes donc dans Nouvelle Conscience avec Alexander Kimp qui est mon invité. Et tout de suite une question d'Estelle. Estelle, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, monsieur Alexander Kimp donne des satsangs, est-ce que j'ai entendu? Tu as entendu la question, Alex? Oui, j'ai entendu. Je vais là où je suis invité. Allô? Pour des satsangs. Oui. Estelle, vous êtes avec nous, vous entendez? Oui. Bon, on peut préciser aussi, Alex, que tu as beaucoup de vidéos sur YouTube de satsang, d'enseignement, et que si on veut en savoir plus sur toi, il suffit de regarder ces vidéos aussi. Je suis pas très douée pour ce genre de choses. Bon, Alex dit qu'il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Ah oui, ben je suis un peu aphone parce que j'ai une bronchite. Enfin, Estelle a une bronchite. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Oui, ça va. Quand j'étais adolescente, ce qui m'a sauvé la vie, en fait, enfin, m'a permis de vivre, c'est Krishnamurti. Et depuis 2-3 ans, j'ai découvert Maharaj. Oui. Et j'ai l'intime conviction que c'est vrai. Oui. Et ce que j'entends dire par monsieur Alexander Kimp, c'est exactement ça, Nisargadatta Maharaj, c'est la même chose. Oui. Et je voudrais savoir si ce monsieur, moi j'habite Paris, je voudrais savoir si monsieur Alexander Kimp donne des satsangs, même occasionnellement sur Paris, si on peut le rencontrer. L'organisation Être Présence m'a déjà invité à 2 reprises, donc je suis venu à Paris dans le passé. Maintenant, pour le moment, je n'ai pas d'invitation sur Paris. Mais il se prépare des choses dans le sud de la France, à Montpellier. Et probablement au Petit Mât, au début de l'année. Mais donc, les organisateurs m'ont contacté et c'est en train de s'organiser. Tu es loin de Paris, Alex? La Belgique, c'est pas très très loin? Tu as 200-300 km, quelque chose comme ça? Oui, 300 km. Avec le train, c'est assez long. Je dois d'abord aller à Bruxelles, et ça prend déjà 2h30 à partir d'ici. Et puis de Bruxelles à Paris, c'est encore 1h15, 1h30. En fait, je veux dire, si on veut venir te voir chez toi, puisque tu donnes aussi des satsangs par chez toi, c'est quelques heures de voiture, c'est assez facile à faire, c'est ça? En fait, oui, c'est assez facile à faire, oui. Bon. C'est aussi une possibilité, ouais, Estelle. Je mets beaucoup d'obstacles, je crois, pour arriver à ma réalisation, parce que j'ai pas non plus mon permis de conduire. Hein. Pas de souci, madame. Donc, vous allez me contacter par Skype. Vous allez sur mon site web qui s'appelle Vivre Carpe Diem. En fait, Alex, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle n'a pas Internet. Ah, pardon. Pas Internet, pas de permis de conduire, pas de téléphone, forcément. Mais par contre, je peux... oui. Je peux contacter par mail, je sais m'en servir quand même un peu, à l'extérieur. Oui, oui. alexkimp @gmail.com. Attendez, j'entends pas, excusez-moi. alexkimp@gmail.com. Alex, A-L-E-X, Kimp, K-I-M-P K-I-M-P-E, gmail.com. Vous me contactez et puis on voit ce qui se passe. Je vous remercie. Merci Estelle. D'autres questions, Estelle? Disons que c'était surtout ça parce que bon, c'est le plus facile. Hein, ok, merci beaucoup Estelle. De parler directement à quelqu'un. Merci Estelle. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne émission. Au revoir. Au revoir. Alors Alex, continue un petit peu sur tes expériences. Tu as récemment, ou d'ailleurs je ne sais pas, il y a un certain temps, tu es intervenu dans une prison. Quelle a été ta mission? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as ressenti ce lieu? J'ai donné des cours de yoga dans la prison pour les détenus pendant 3 années. C'est la prison qui m'a appelé
parce que je suis un professeur de yoga sur Arlon ici. C'était une très très bonne expérience. Hum, Imagine-toi, le yoga qui entre dans une prison. Le yoga, c'est la voie vers la liberté. Traditionnellement, c'est vraiment ça. Et cette voie de liberté peut entrer dans la prison. C'est une petite prison avec 100 détenus à peu près, 100, 110 détenus. Et 10 personnes sur 100 personnes sont venues à mon cours pendant 3 années. C'est quand même beaucoup. Et c'était vraiment une grande joie parce que ces gens se sont accrochés. Ils ont suivi les cours pendant plusieurs années. Et pour moi, c'était une grande joie d'être avec eux. Voilà, un bel échange. Tu les as sentis réceptifs à ton message? Parce que j'imagine que pendant tes cours de yoga, tu parles peut-être un petit peu au moins de cet état de conscience, de cette expérience d'éveil? Oui, sur les 10 personnes, il y avait peut-être 2-3 personnes qui étaient à fond dedans, qui m'ont demandé des livres, plus d'explications, ce que j'ai donné naturellement. Je n'ai plus revu ces gens, donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, s'ils sont toujours là ou s'ils sont sortis de la prison. Mais il me semble que des graines ont été semées, oui. Est-ce que tu es devenu hypersensible à la suite de cette expérience? Et par exemple, comme tu dis que tu es beaucoup dans la nature, est-ce que dans la nature tu ressens l'aspect régénérateur de la nature et peut-être dans une prison, inversement, tu pourrais ressentir le poids de la lourdeur, de la tristesse, des colères, etc. Sincèrement, il est possible d'entrer dans une prison et de sentir la lourdeur parce que c'est vraiment pas chouette. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une prison, mais d'abord, il faut passer un contrôle, donner sa carte d'identité. Il y a vraiment une dizaine de portes à passer avec des grillages et des agents partout. Et ce serait possible de se sentir mal et enfermé. Et c'est vrai qu'il y a un climat chargé dans une prison. Mais tout le monde était vraiment sympathique avec moi. Tout le monde. Les prisonniers, les gens qui travaillaient là-bas. Et donc pour moi, c'était une joie d'y aller. Et j'ai l'impression que les gens aimaient bien que je venais aussi. Donc c'était un climat assez positif. Donc la lourdeur, non. Tu as senti un état une ouverture de la part des gardiens, du personnel de la prison, du directeur peut-être? Oui. Une réceptivité, oui, comme un d'accord. petit vent frais qui entre dans un bâtiment un peu poussiéreux. Si, j'ai ressenti ça exactement comme tu le décris, oui. Alors en parlant de prison, en parlant de lourdeur, comment est-ce que tu perçois l'état actuel du monde? Cette crise qu'on traverse, toutes ces difficultés, quelle est ta perception de cela? Ok. Il y a tout d'abord la sensation d'une profonde crise, parce que personne ne sait qui il est. Enfin, très peu. Et j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où tout ce qui est autorité tombe. Et c'est une très bonne chose. C'est pas que je suis un anarchiste ou un rebelle, c'est pas du tout ça. Mais l'autorité tombe. Les grandes institutions tombent. Maintenant, on ne peut plus se référer aux prêtres, aux politiciens. Chacun devient responsable de soi-même et de sa propre spiritualité et éventuellement de son propre éveil à sa nature. Donc on ne peut plus demander à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. Et c'est ça un peu la crise. Soit en masse, nous allons fuir encore plus dans des bêtises, des distractions, des choses qui ne sont pas importantes du tout. Soit
on arrive à se tourner un peu vers l'essentiel en tant qu'humanité, et là ça va tout seul, parce que l'essence fait ce qu'elle fait. Mais il y a comme une couche maintenant dessus, qui est en train de se dissoudre. J'ai beaucoup de confiance dans le processus, on va dire. Donc pour toi, le sens de cette crise, ce serait de faire vivre beaucoup de souffrance aux personnes, de sorte qu'elles soient forcées de s'éveiller, ou pas forcées, on n'est jamais forcé, mais en tout cas qu'il se passe un mouvement vers la conscience. Oui, 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 oui. C'est un feu. C'est un feu et ça chauffe. Donc tu as raison. C'est une sorte d'intensité qui s'installe, qui nous oblige à nous tourner vers l'essentiel. L'intensité se ressent parce que la Terre aussi arrive à sa limite. Elle ne peut plus donner beaucoup. Il faudrait une deuxième Terre si on veut garder notre confort. Donc nous sommes tous arrivés à notre limite. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on va essayer de pousser encore plus loin avec la volonté, avec la pince de l'ego, dans les mâchoires, et on y va? Ou est-ce qu'on va devenir un peu raisonnable? Et apprécier cette limite à sa juste valeur. Et accepter la limite. Accepter que nous sommes des êtres limités sur une planète limitée. C'est ça le message. Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu vois des lueurs d'espoir? Toujours, partout. Il n'y a que ça. Par exemple? Justement, mon ami que j'appelle Padré, qui est à l'hôpital en ce moment, il a 93 ans. Et il disait, le diable meurt d'indifférence. Le diable tombe tout seul. Donc, je ne fais pas vraiment attention à ce qui ne va pas, parce que de toute façon, ça tombe tout seul. Ça s'écroule tout seul sous son propre poids, comme une vague s'écroule sous son propre poids. L'essence restera toujours intouchée, et l'essence de la vie est une invitation. Elle est toujours disponible, à chaque instant, partout, pour tout le monde. Et cette essence, il y a l'harmonie là, il y a l'équilibre. Et lorsque la personne trouve cette essence, cet équilibre en soi, ça a un impact sur son entourage, sur la planète, sur la nature. Donc c'est vraiment une très très belle mission. Enfin, c'est un peu un mot comme ça. À chacun de trouver ce qu'il est. Alors il ne pourra plus détruire, il ne pourra plus être dans cet esprit de compétition. C'est ça qui est en train de disparaître. Ça me fait pas peur. On a Gabriel qui est avec nous. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Votre question, Gabriel. Une question. Rapprochez-vous du téléphone si possible. Je suis assez près, le plus près possible. Bon, on vous entend très mal, on va essayer. Posez la question succinctement. Donc voilà ma question. En fait, je voudrais demander à l'invité si l'invité fait une différence entre ce qu'on considère comme la voie de la connaissance et l'autre voie, donc, qui est la voie de l'amour, le Bhakti Yoga. Je connais avec... On va en rester là parce que je comprends rien. Oui, merci Gabriel. Merci. Désolé de vous couper Merci, comme ça, Gabriel. mais vraiment, on n'entend absolument pas. Donc, on va poser cette question. Y a-t-il une différence entre la voie de la connaissance et la voie de l'amour? Merci beaucoup, Gabriel, et désolé de devoir vous interrompre. Hein. Il est important que les deux se rejoignent. C'est un peu comme le cerveau et le cœur. Le cerveau sans cœur est froid, dur. Le cœur sans raison
a tendance à se perdre dans l'émotionnel. Maintenant, si on peut joindre les deux, le cœur et la tête, on a un bon couple. Il me semble que le but, c'est de marier les deux. C'est un peu comme ce que je vis. J'ai besoin du mental. J'ai besoin de la connaissance. Pour fonctionner dans le monde, tout est information et tout est connaissance. Maintenant, si cette information et cette connaissance n'est pas reliée à mon cœur, ça ne sert strictement à rien. L'amour qui est amené dans le monde de l'information, va donner un sens à cette information. Va donner un sens à la connaissance que nous avons, les connaissances scientifiques, les sciences mathématiques, les sciences religieuses, les connaissances religieuses, pardon. Toutes ces connaissances. Et lorsque le monde peut s'installer dans l'amour, alors c'est parfait. Marier les deux, c'est une très belle alchimie. C'est comme tu as une carte pour regarder la route vers Paris, par exemple. Ça, c'est la connaissance. Mais avec la carte, tu n'as pas expérimenté Paris. Une fois que tu as utilisé la carte pour arriver à Paris, on pourrait dire que dans cette image, Paris est l'amour. Là, tu peux expérimenter Paris. Tu peux expérimenter l'amour. Et donc, tu as besoin des deux. Puisque l'on est dans les termes amour, connaissance, etc., certains décrivent la présence, toi tu dis l'absolu, le grand vide, et certains le décrivent par des termes tels que silence, amour, ou la grande sagesse, ou l'extase par exemple. Est-ce que toi, certains de ces termes te parlent, ou est-ce que ça reste des concepts? Comment tu décrirais encore cette présence? D'accord. Sincèrement, ce sont des concepts, comme tu le dis. L'amour, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est ce qui fait vibrer nos cellules. C'est ce qui se passe maintenant. Aller chercher ça, je ne sais pas où il faut chercher ça, parce que c'est ce qui te constitue. Et donc j'aurais tendance à ne pas trop en parler, mais plutôt à ressentir le corps, cette vibration, cette présence qui t'habite là, qui habite le corps, parce que tu es cette présence, tu es cet amour, tu es cette sagesse, tu es ça. Donc conceptualiser, mentaliser, c'est un bon début, c'est un chouette jeu, ça peut amener des compréhensions, mais le ressenti direct est beaucoup plus puissant. L'enseignement est toujours sans mots, en quelque sorte. Les mots, c'est un prétexte. Les mots peuvent avoir une certaine charge d'amour, une certaine charge de présence. Mais la présence elle-même ne s'explique pas. Tu es ça.
Je rappelle aux auditeurs, aux auditrices que vous pouvez toujours appeler Alex 0892 23 95 20, 0892 23 95 20 et lui poser en direct vos questions avant la fin de l'émission. N'attendez pas les dernières minutes, bien entendu. Alex, je voudrais te demander si tu as déjà rencontré d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires aux tiennes. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été des retrouvailles? Est-ce qu'il y a eu, pourquoi pas, aussi des désaccords, des différentes perceptions? Est-ce que ça t'arrive? Oui. J'ai rencontré plusieurs personnes. Ah, quand j'y repense, c'est délicieux. J'ai rencontré Diana, j'ai rencontré Betty, et toujours dans un cadre très, très amical, hors satsang, juste aller boire un verre, aller au resto. Et ce qui est marrant, par exemple avec Betty que j'ai rencontré à Bruxelles, quelqu'un a réglé notre rencontre dans un restaurant. Betty de la Grande Joie, c'est ça? Ça a pris... Oui, Betty du Canada, Betty Quirion. Ça ne prend pas 3 secondes. On est comme 2 enfants. On parle pas de l'éveil, on s'amuse au resto avec le vin et les couverts et les gens. Comme des enfants. Il y a encore 2-3 autres personnes dont je dirais pas le nom, mais qui vivent l'essence, qui vivent l'essentiel. Et avec ces personnes, c'est très marrant. On parle très peu d'éveil, très peu. C'est juste, on parle de la pluie et du beau temps, de ce qu'on aime bien faire, des choses comme ça, comme n'importe qui. D'autres personnes? Parce que je sais que tu proposes également un accompagnement que tu appelles post-éveil, donc sous-entendu pour aider les personnes qui vivent ce genre d'expérience à retrouver des repères, peut-être à l'intégrer. Est-ce que ça t'arrive de rencontrer ce genre de personnes? J'ai rencontré des personnes sur Skype. C'est très marrant. C'est comme s'ils s'accrochaient encore à un dernier petit brin d'herbe. Et puis ils atterrissent chez moi. Et il suffit très souvent que d'une séance pour que ça lâche. Pas avec tout le monde, pas du tout. La plus grande majorité des entretiens sont des personnes profondément en recherche et qui ont encore plein de choses à découvrir. Mais il y a quelques personnes que j'ai eues et je le remarque tout de suite. Il faut quelques secondes juste. Et dans une exploration très fine, parce que de l'autre côté de l'écran, on va dire, il y a aussi cette présence, on peut très vite voir là où il y a encore une petite identification, un petit désir de s'accrocher à un truc, et ça se voit, on le voit ensemble, et ça se dissout. Ça se fait à plusieurs reprises, oui. Et c'est délicieux. Voilà. Merci Alex, on va faire une toute petite pause musicale. Avis aux auditeurs, il reste quelques minutes d'émission. 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. Teatraum Bekanse, Maha Bekanse, Ratsa Samut Gatte Suha. Teatraum Bekanse, Maha Bekanse, Ratsa Samut Gatte Suha. Teatraum Bekanse, Maha Bekanse, Ratsa Samut Gatte Suha. Teatraum Bekanse, Maha Bekanse, Ratsa
Mahavekanse Ratsa Samudgate Suha Tiyata Om Bekanse Bekanse 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 Mahavekanse Ratsa Samudgate Suha. C'était Deva Premal qui nous chantait le mantra Teyata Om Bekanse Bekanse, le mantra du Bouddha bleu, Bouddha de la médecine. Et nous avons avec nous Jacqueline. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir. Votre question, Jacqueline? Bonsoir Alex. Je voudrais vous demander quelle est votre perception du Christ. Oh. Ma perception du Christ, c'est ton essence. Et c'est mon essence. Dans le Christ, nous sommes un. C'est la conscience. Le Christ a réalisé qu'il était lumière. Qu'il était né de la lumière. Et il est retourné à la lumière. Cette lumière est en toi. Elle est en moi. Elle est en tout le monde. Donc il est possible de te connecter à cette conscience et de vivre le Christ. Oui, et comment vous percevez, quelle est votre perception de de ce qu'on appelle son sacrifice? De son sacrifice. Enfin, de sa crucifixion. De Pardon? sa crucifixion. Crucifixion, d'accord. Il me semble que c'est symbolique. Lors de sa crucifixion, il y a deux niveaux qui se sont rejoints. La verticalité et l'horizontalité. L'absolu et le monde. Et là, où on a cette croix, il y a un cœur. Ce cœur semble saigner, semble blessé. C'est comme si ce cœur pleurait pour toutes les souffrances du monde. Le Christ à la croix, c'est nous. Le Christ à la croix, c'est nous. Et nos souffrances nous pétrissent jusqu'à ce qu'on tombe à genoux et qu'on lâche tout. On rend les armes, on arrête de se battre et on devient très humble, très petit, très beau, comme un petit bébé, innocent. Voilà mon exploration jusqu'à maintenant. Est-ce que ça résonne? Vous me demandez si ça résonne? Est-ce que ça vous parle, Jacqueline? Oui, ça me parle, mais pour moi ça va plus loin que ça, mais ça me parle, oui, bien sûr. D'accord. Merci, Jacqueline. Merci, Alex. Merci. Merci, Jacqueline.
Alex, on approche du terme de cette émission. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit panorama des pièges inhérents au cheminement spirituel? Oh oui. Et comment les éviter? C'est une grosse question, hein. Ça pourrait mériter beaucoup de temps. S'il faut plus de temps, on n'est pas limité. On peut se continuer un petit peu après 1 heure, c'est pas un souci. Mais voilà, on t'écoute. D'accord. L'ultime piège, c'est de croire « je suis éveillé ». Ça, c'est le méga piège. Le super piège. Personne n'est éveillé. Il n'y a pas de personne éveillée sur cette planète. Bouddha ne s'est jamais éveillé. Jésus ne s'est jamais éveillé. Il y a la conscience éveillée. Cette conscience est éveillée. Elle est clarté pure. Elle est luminosité pure. Cette conscience ne doit pas s'éveiller. Il n'y a personne qui s'éveille. Il y a juste une bulle qui explose. Il y a juste une illusion qui se dissout. Et cette lumière pure, cette conscience, était toujours là. C'est pas comme si elle apparaît. Elle est là. C'est juste un voile qui disparaît. Et le piège, c'est donc de vivre un moment où ce voile disparaît, où la conscience se révèle, et puis la personne tout à coup dit « Voilà, j'ai vécu ça ». Mais non, tu étais absent. Et c'est pour ça que ça s'est fait. Tu étais absent, le personnage était absent, l'illusion était absente. Et dès que l'illusion cesse, la réalité est là, immédiatement. Mais donc, ça a lieu. Et puis l'ego rentre par la petite porte, et dit... Il va attraper, saisir cet éveil. Il va dire « je me suis éveillé ». C'est faux. Parce que l'ego ne sait absolument pas quoi faire avec sa propre absence. C'est sa plus grande peur. Donc dès que ça a lieu, il va sauter dessus, il va dire « c'est à moi ». Il va se l'approprier. C'est ça le méga piège. Un autre piège qui découle de ce que je viens d'expliquer, c'est une arrogance spirituelle. Moi, je vois, et pas les autres. C'est affreux. Cette arrogance spirituelle est affreuse. Une fois que l'éveil a eu lieu, ce qui est important, le plus vite possible, c'est de devenir quelqu'un de très simple, d'ordinaire, dans le bon sens du terme, simple et ordinaire dans le bon sens du terme. C'est ainsi que je le vis. Je fais des courses, j'amène ma copine au cinéma, des choses normales. Si quelqu'un me demande après l'éveil, je peux en parler. Mais autrement, profil bas. Il n'y a pas cette arrogance spirituelle. C'est dangereux, très dangereux cette arrogance spirituelle. Donc croire que je suis éveillé est un méga piège. L'arrogance spirituelle est aussi un grand piège. C'est les deux qui me viennent maintenant. Merci Alex. On arrive au terme de cette émission. Alex, le mot de la fin? Je vous aime. Merci beaucoup. Merci pour la profondeur de ton message. Merci à vous. Pardon, excuse-moi. Avec grande joie, Olivier. Merci. Merci beaucoup à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain, le 17 février, avec Wayne Lee Corman. Encore un grand merci à Alexander Kimp qui était avec nous depuis la Belgique. Au revoir.
vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h.